Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette séance-là, on va parler de 4 points qui sont la représentation des nombres réels, l'arithmétique flottante, l'évaluation des polynômes et enfin la propagation d'erreurs dans le cas général. Alors, commençons par la première partie. Alors, si on veut représenter un nombre, en général, on l'écrit de cette façon-là. Alors, si c'était la base 10, j'écris x égale m fois 10 puissance l. On appelle m la mantis, 10 c'est la base et l c'est l'exposant. Dans le cas général, si on a une base quelconque, on écrit x égale m fois b puissance l. Toujours m c'est la mantis, b c'est la base et l c'est l'exposant. Bien sûr, la puissance. Alors, on va parler un peu de la mantis. La mantis s'écrit de la forme suivante. Donc 0, D1, D2, D3 jusqu'à ADN. On va poser directement la question. Que signifie cette question-là? Ça signifie que la mantis est égale à D1 fois B puissance moins 1 plus D2 fois B puissance moins 2 plus D3 fois B puissance moins 3 plus Dn fois B puissance moins n. C'est-à-dire que cette case, la première case, correspond à b puissance moins 1, b puissance moins 2, puis b puissance moins 2, puis b puissance moins 3, ainsi de suite. Dans le cas de la base 10, donc on dit que la première case correspond à 10 puissance moins 1, la deuxième case à 10 puissance moins 2, et ainsi de suite. Bien. Ces DI-là doit vérifier deux conditions, les conditions suivantes. Commençons par la deuxième condition. DI doit être toujours supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à B moins 1. C'est-à-dire inférieur ou égal à la base moins 1. Par exemple, c'est, alors, vérifiez ça, quel que soit I compris varié de 2 à n. Alors, pourquoi cette condition-là? Cette condition est très simple, elle est liée à la base. Par exemple, si j'utilise la base 10, on utilise 10 symboles pour écrire dans la base 10. Donc, ce sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier symbole est égal à la base 10 moins 1, donc c'est 9. Si j'utilise la base 8, on a 8 symboles, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'utilise la base 2, on aura deux symboles, 0 et 1. Bien. Alors, toutes les DI doivent vérifier cette condition. Le D1 a une condition supplémentaire. C'est quoi? D1 doit être différent de 0. Donc, il est supérieur ou égal à 1, il est inférieur ou égal à B moins 1. On va poser la question, pourquoi cette condition supplémentaire? Pour une simple raison. Cette condition supplémentaire qu'on a ajoutée, on l'appelle la normalisation de la mantis. Elle assure l'unicité et de la représentation et éviter les ambiguïtés entre, par exemple, 0,1020 fois 10 puissance 2 et 0,0102 fois 10 puissance 3. Donc, le fait d'ajouter cette condition, que D1 doit être différent de 0, me permet d'avoir une seule représentation pour mon nombre qui est 10,2. Qui est celle-ci. Donc, la première représentation, c'est une représentation normalisée. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la mantis? On peut dire que la mantis vérifie toujours cette condition là. Elle est toujours inférieure à 1 et elle est supérieure ou égale à 1 sur 10. Bien. Elle est inférieure à 1 parce que de la forme 0, donc c'est clair. Pourquoi elle est supérieure à 1 sur B? Parce que le plus petit nombre qu'on peut représenter dans une mantis, c'est 0,1 des 0 après le 1. Qui est toujours de cette façon là. 0,1 puis vous avez des 0. Qui veut 1 sur B. Une deuxième remarque, si j'utilise la base 2, D1 est toujours égal à 1. Pourquoi? Parce que si j'utilise la base 2, on a deux symboles, on va utiliser deux valeurs possibles de I, qui sont 0 et 1. Et parce que D1 doit être différent de 0, donc il me reste un seul cas possible, c'est la valeur 1. Alors, si on veut appliquer ce principe sur un ordinateur, on doit commencer par diviser l'espace mémoire réservé pour la représentation en 3 parties. Donc, pourquoi 3 parties? Alors, on aura une partie pour la mantis, une partie pour l'exposant et une partie pour le signe de la mantis. Ici, en général, la mantis est représentée par la forme signe, par la technique signe grandeur. L'exposant,
ça dépend. On peut avoir, en général, on utilise en général, pour l'exposant, on utilise une représentation par XC. Alors, parce qu'il y a plusieurs possibilités, ou bien plusieurs représentations possibles, l'Institut américain, donc l'Institut for Electrical and Electronic Engineering, IEEE, s'offre de rendre aussi uniforme que possible les représentations sur ordinateur, pour qu'il n'y aura pas de problèmes de calcul. Il propose une représentation des nombres réels en simple précision. Donc, si je dis simple précision, c'est-à-dire 32 bits, et en double précision, et si on dit en double précision, c'est-à-dire 64 bits. On va essayer de comprendre cette représentation. Alors, la représentation en simple précision est construite comme suit. Donc, un seul bit pour le signe de la mantis, donc ça c'est clair. On va voir 8 bits pour l'exposant avec un excès de 127, donc l'exposant utilisé avec un excès de 127. Et on va voir 23 bits pour la mantis. Pour la représentation en double précision, on aura un seul bit pour le signe de la mantis, 11 bits pour l'exposant avec un excès de 123 et 52 bits pour la mantis. Bien. Ici, ils ont remarqué, bien, ils ont proposé une autre idée qui était vraiment magnifique, qui nous a permis d'améliorer la précision dans les deux représentations. Alors, si on a une mantis qui est normalisée, le premier bit après la virgule est toujours égal à 1. Ils ont proposé l'idée suivante. Pourquoi on va sauvegarder ce 1 là? Donc ce 1 là ne sera pas sauvegardé dans la mémoire, mais il sera utilisé dans les calculs. Pour cette raison, la mantis normalisée donc commençait par un 0, en conservant la même précision qu'avec 24 bits et 53 bits. Donc ils ont gagné un bit en plus. Alors, si on veut lire un nombre qui a été enregistré sur 32 bits, comment on fait la lecture? Alors, les 32 bits de la représentation en simple précision, D1, D2, D3 jusqu'à D32, désignons le nombre décimal suivant. Alors, on a dit que le premier bit, c'est pour la mantis, plutôt, c'est pour le signe de la mantis, donc c'est moins 1 puissance D1. Si D1 est égal à 0, ça sera moins 1 puissance 0, donc c'est un 1, le nombre positif. Si D1 est égal à 1, c'est-à-dire le nombre négatif, ça sera moins 1 puissance D1, c'est moins 1. Fois. Notre base est 2. Donc 2 puissance D2, D3, D9. Ce nombre qui est écrit à la base 2. Donc ça pour dire les bits sont ici. Lorsqu'on a fait un excès de 127, on va multiplier ce nombre-là par 2 puissance moins 127. Bien. Maintenant on passe à la mantis. La mantis s'écrit de cette façon. 1, D10 jusqu'à D32. Ce 1 vient de l'effet qu'on avait une mantis normalisée et qu'on n'a pas sauvegardé le 1 dans cet espace mémoire, mais on va l'utiliser dans les calculs. Alors, maintenant on va essayer d'appliquer ça sur un exemple. Donc, je prends ce nombre là. Alors, si on voit directement, je peux remarquer que ce nombre est négatif. Donc, c'est moins 1 puissance 1 fois 2 puissance. Donc, cette partie qui est en rouge, c'est l'exposant. Donc, je mets mon exposant, il est à la base 2. Je dois le multiplier par 2 puissance moins 127. Puis vous avez la mantis, donc on avait 2 1 là. Voici ces 2 1 là. Et on a le 1 qui n'a pas été sauvegardé. Donc, c'est 1,11 à la base 2. Alors, si on va essayer de lire ce nombre-là, on peut voir, ça c'est la case de puissance 0, puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 2 puissance 7, c'est-à-dire 128, plus 3, 131. Donc on aura le signe moins 1, donc moins 1, multiplié entre parenthèses 2 fois 100 puissance 31, fois 2 puissance moins 127. Multiplié par... Maintenant, on va parler de la mantis. Donc, le premier 1, c'est un 1. Puis vous avez 1 fois 2 puissance moins 1, plus 1 fois 2 puissance moins 2. Bien. Si on calcule ici 2 puissance 131 fois 2 puissance moins 127, on trouve 2 puissance 4, c'est-à-dire 16.
Donc, on aura moins 16. Et si on calcule la partie de la mantis, on trouve 1,75. Donc, 1,75 fois 16, c'est moins 28. Et comme ça, on aura notre nombre. Maintenant, on va essayer de faire l'opération inverse. Alors, on veut obtenir la représentation de 30,0625. Donc, c'est un nombre qui a été écrit dans la base 10. On veut le représenter sur 32 bits. Bien. Au moyen de l'opération inverse, tout d'abord, la partie de 30, c'est combien? C'est cette façon. Donc, vous avez 4 1 successifs, puis 0. En forme binaire. Et la partie fractionnaire, c'est 0,301. Ainsi, on aura donc 30,06025 à la base 10. C'est rien d'autre que donc 410,4301 à la base 2. On veut l'écrire sur la forme x fois b puissance L. Donc, ce sera 1,31401 fois 2 puissance 4. Pourquoi 2 puissance 4? Parce qu'on a décalé la virgule avec 4 chiffres. Alors, ça, c'est notre mantis. Vous allez me dire pourquoi tu as le 1 dans la mantis. Normalement, on doit avoir un 0 ici. Bien, ça, c'est le 1 qu'on ne va pas le sauvegarder. Normalement, je dois écrire 0,41401 fois 2 puissance 5. Mais parce qu'on ne va pas sauvegarder ce 1-là, j'ai fait l'écriture de cette forme-là. Bien. Donc, la mantis est normalisée et le bit 1 à la gauche de la virgule n'est pas conservé en mémoire. L'exposant 4 doit être décalé par 127 parce que l'excès c'est 127. Donc 4 plus 127, ça devient 131. La représentation de 131 sur 8 bits, c'est celle-ci. Donc, ça c'est 128 plus 3, c'est 131. Donc, notre nombre s'écrit de cette façon-là en mémoire. Voici. Donc, le symbole 0 pour dire qu'il est positif. Puis vous avez ici en rouge 131. Puis vous avez le reste. Bien, c'est ce nombre-là. Bien sûr, on va remplir le reste par des zéros. Et comme ça, on a fait la représentation de mon nombre. Maintenant, on va parler d'un autre point qui est vraiment important, c'est l'erreur due à la représentation. Malheureusement, la technique qu'on utilise pour représenter les nombres réels provoque une erreur. On doit essayer de le comprendre. Alors, ici, dans cet exemple-là, on va travailler sur le cas où on fait la représentation avec 8 bits pour comprendre le principe, mais dans les calculs réels, on n'utilise jamais 8 bits pour enregistrer un nombre réel. C'est 32 ou bien 64 bits. Alors, le fait d'utiliser un nombre limité de bits pour représenter un nombre réel a des conséquences importantes sur la propagation d'erreurs. On peut par exemple rechercher quel est le plus petit nombre positif représentable sur 8 bits. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette représentation-là? On va mettre un bit pour le signe, 3 bits pour l'exposant et 4 bits pour la mantis. Je vais choisir la représentation signe grandeur pour l'exposant et la même pour la mantis. Il y a une différence ici entre cet exemple et l'exemple précédent, la norme EEE. Parce que dans la norme EEE, pour l'exposant, on fait représentation avec un excès. Alors, on constate que le nombre doit être positif, donc je prends un nombre qui est positif, que son exposant doit être négatif pour avoir le plus petit nombre possible, que sa valeur doit être la plus petite possible compte tenu de signe 11. Donc, pour que l'exposant sera le plus petit, je dois mettre 3, 1. Donc, c'est-à-dire moins 3 en la base 10. Moins, le premier 1 pour dire le signe moins, les deux autres 1 pour dire 3. Et enfin, que la mantis doit être la plus petite possible. Et on a dit que la plus petite possible, c'est 0,1. On obtient cette représentation-là. Mon nombre s'écrit de cette façon-là. Alors, une petite remarque. Dans mon exemple, dans cet exemple-là, j'ai pas pris la notion de ne pas enregistrer le premier bit. Donc, j'ai enregistré toutes les bits. 1 fois 2 puissance moins 1 fois 2 puissance moins 3. 1 fois 2 puissance moins 20 vient de ce 1-là. Le premier 1 dans la mantis. Et le fait multiplié par 2 puissance 3, c'est l'exposant. Que veut dire 0,0625. Donc ça, c'est le plus petit nombre qu'on peut représenter. Je ne peux pas représenter un nombre plus petit que ça sur 8 bits. Alors, maintenant on va poser la question suivante.
qui sera le nombre suivant. Donc, on peut le représenter. Alors, si je veux représenter le nombre suivant, je dois ajouter un 1 ici, qui vient après 0,625. Alors, je dois mettre un 1 ici. Alors, on va mettre le 1, on va essayer de faire la lecture. On trouve que ce nombre-là, c'est 0,0703125. Et quand même, il est loin de 0,0625. Donc, il n'est pas possible de représenter exactement sur 8 bits les nombres entre 0,0625 et 0,073125. Donc, tous les nombres qui sont entre ces deux nombres-là, on ne peut pas les représenter. Par exemple, si on cherche à représenter 0,07, l'ordinateur va choisir soit la représentation de 0,025 ou bien la représentation de 0,07325. Le choix dépend de le programme qui a été utilisé. Donc, soit on va utiliser un truncateur, ou bien on va utiliser une arrondie. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Que quel que soit le nombre de bits utilisés, il existe plus petit et plus grand nombre positif qui peut être représenté. La représentation en virgule flottante induit une erreur relative qui dépend du nombre de bits de la mantis, de l'utilisation de truncateur et de l'arrondi, ainsi que le nombre x qu'on veut représenter. Donc, c'est la source de l'erreur. C'est une source importante qu'on va voir plus tard. Alors, maintenant, on va définir c'est quoi la précision de la machine. La précision de la machine est le plus grand erreur relative que l'on puisse commettre en représentant un nombre réel sur un ordinateur en utilisant la truncateur. Alors, on a un théorème qui me permet de déterminer la précision de la machine. Donc, la précision de la machine, vérifiez ça. Donc, epsilon est inférieur ou égal à b puissance 1 moins 1. Où b, c'est la base. N, c'est le nombre de bits de la mantis. Alors, si j'utilise la norme EEE, on avait la mantis, donc 23 bits en simple précision, 52 bits en double précision, mais parce qu'on a gagné un bit en plus, donc ce sera 24 bits en simple précision et 53 bits en double précision. Le fait que le premier 1 n'a pas été enregistré. Dans cette situation-là, on va dire qu'en simple précision, l'erreur, ou bien la précision de la machine, c'est 2 puissance 1 moins 24, c'est-à-dire 2 puissance moins 23, c'est 0,119 fois 10 puissance moins 6. En double précision, c'est 2 puissance 1 moins 54, qui est à 0,222 fois 10 puissance moins 15. Alors, si vous avez remarqué, on a parlé de ça dans la première séance de MATLAB. C'est ce qu'on appelle le variable EPS. Donc, MATLAB, la représentation de MATLAB, c'est sur 64 bits en deux précision. Ce résultat peut être vérifié directement sur un ordinateur en moyenne de l'algorithme suivant. Alors, l'algorithme qui me permet de vérifier la précision, c'est le suivant. Alors, on va définir on va affecter à epsilon la valeur 1. On fait la boucle suivante, donc la boucle while. Lorsque 1 plus epsilon c'est supérieur à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser epsilon par 2. Sinon, on va multiplier epsilon par 2 et on va afficher la précision de la machine. Alors, c'est quoi le principe de cet algorithme? Le principe, très simple. Si à un certain moment, la machine ne fait pas la différence entre 1 plus epsilon et 1, alors epsilon est inférieur à la précision de la machine. Si 1 plus epsilon est différent de 1, alors epsilon est supérieur à la précision de la machine, on va le diviser par 2. On va diviser par 2 parce que la machine en général utilise la base 2. Passons maintenant au deuxième point de ce cours-là, c'est l'arithmétique flottante. Ce point est important pour comprendre un deuxième problème de calcul en arithmétique flottante. Donc, chaque fois qu'on représente un nombre réel dans un ordinateur, on dit que la représentation est en arithmétique flottante. L'arithmétique flottante, c'est une représentation limitée d'un nombre, qui peut avoir une représentation infinie. Les erreurs ont tendance à se propager et quelquefois à simplifier au fil des calculs. Dans cette section, nous suivons l'évolution des erreurs au fil des opérations élémentaires. Afin de simplifier l'exposé, nous utilisons le système décimal. Bien, comme on a dit, dans cet exemple, on va utiliser le système décimal et les chances sont équivalentes dans les autres
système. Bien sûr, j'utilise le système décimal parce que c'est le système qu'on utilise pour faire le calcul. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout nombre réel s'écrit sur cette forme-là. X est égal à 0, D1, D2, D3, jusqu'à Dn-1, Dn, Dn plus 1, ainsi de suite, fois 10 puissance L. Donc ici, c'est une écriture qui peut être infinie. Malheureusement, je ne peux pas représenter un nombre avec une écriture infinie. Donc on a toujours une écriture limitée avec un nombre de bits fixés. Bien, un nombre de chiffres fixés après la virgule. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation en virgule flottante. Donc, soit x un nombre réel, on note fl de x, sa représentation en notation flottante à un chiffre réel défini. Donc, alors, si je parle de la représentation en virgule flottante, c'est-à-dire on va fixer le nombre de chiffres après la virgule. Donc fl de x, c'est 0,d1, d2, d3 jusqu'à dn fois 10 puissance l. Sachant que x, vous avez remarqué pas au début, x peut avoir une représentation infinie, mais ici, on limite la représentation à un chiffre après la virgule. Comment je fais mes opérations élémentaires? Les opérations élémentaires sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors, soit x est égal à deux nombres réels, on effectue ces opérations en arithmétique flottante de la façon suivante. Alors, si je veux faire x plus y, on commence par donner la représentation flottante de x, la représentation en virgule flottante de y, on fait la somme, puis on applique une autre représentation en virgule flottante, c'est-à-dire on va enlever les chiffres supplémentaires. Donc, soit pour l'enlever, soit on utilise une truncateur, ou bien la ronder. La même chose pour la soustraction, la division et la multiplication. Pour mieux comprendre les choses, je vous donne un exemple classique. Alors, on suppose qu'on va travailler avec 4 chiffres après la virgule. Mon but, c'est de calculer 1 sur 3 fois 3. Ben, c'est un calcul qui est très simple, qui donne 1. Mais que se passe-t-il si on va utiliser un nombre limité de chiffres après la virgule? Alors, je dois tout à fait au début représenter 1 sur 3 en virgule flottante, donc avec 4 chiffres après la virgule. Et la même chose pour 3. Alors, le 1 sur 3 s'écrit 0,43 fois 10 puissance 0. Le 3 s'écrit 0,3 fois 10 puissance 1. Alors, si je fais le produit, ça sera 0,9999 fois 10 puissance 1. À la fin, ça c'est uniquement 4 chiffres, donc je garde la même écriture, c'est 0,9999 fois 10 puissance 1. Vous voyez, normalement 1 sur 3 fois 3, c'est 1. Mais parce qu'on a utilisé un nombre de chiffres limité après la virgule, on avait uniquement 0,9999. Donc j'ai fait une erreur de 10 puissance moins 4 dans mes calculs. Donc on va voir ici notre exemple. Alors ici, comment je peux faire le produit? Je prends le premier nombre qui est 0,4035 fois 10 puissance 6, qu'on doit le multiplier par 0,1978 fois 10 puissance moins 1. Alors, tout à fait, je dois faire l'écriture en virgule flottante de premier nombre et celle de deuxième nombre. Parce qu'ils sont écrits avec 4 chiffres avec la virgule, donc on va garder la même écriture. On va faire 10 puissance 6 fois 10 puissance 1 pour avoir 10 puissance 5. On va multiplier 0,4035 fois 0,1978, donc j'aurai cette valeur-là. Alors on remarque qu'on a ici un 0, donc je dois commencer par normaliser le nombre pour avoir 0,798 123 fois 10 puissance 4. Bien, ici vous avez le 3 et le 2, le 1, le 8, le 7 et 9. Je dois compter uniquement 4 chiffres, donc 7, 8, plutôt, après la virgule, on doit calculer uniquement 4 chiffres après la virgule. On a le 7, le 9, le 8 et le 1. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Deux autres. Alors si on va utiliser la truncateur, on va enlever le 2, 3 sans réfléchir à modifier le 1. Par contre, si on va utiliser l'arrondi, alors c'est le cinquième chiffre est supérieur ou égal à 5, il y aura une modification sur ce chiffre-là. Il devient 2. Sinon, s'il est inférieur ou égal, s'il est strictement inférieur à 5, donc entre 0 et 4, il n'y aura pas de modification sur ce 1-là. Prenons un autre exemple. On va faire la somme. C'est les mêmes nombres qu'on veut faire leur somme. Donc, l'écriture, ils sont écrits avec 4 chiffres après la V. Ils sont écrits avec 4 chiffres après la virgule. C'est bon.
Donc l'étape numéro 2, parce qu'on va faire la somme, je dois écrire en fonction, donc chaque nombre, de 10 puissance 6. Pourquoi on a choisi 10 puissance 6? Parce que c'est la puissance la plus grande. Alors si on va écrire de cette façon-là, on remarque qu'on a mis 2 zéros ici en plus, on fait la somme, et si on fait la somme, on va avoir un nombre avec 6 chiffres après la virgule. Moi, je dois accepter uniquement 4 chiffres. Donc, je vais mettre les 4 premiers, 4, 0, puis vous avez 5, puis on avait ici un 4. Alors, dans cet exemple, nous sommes en train d'utiliser l'arrondi. Après 4, on avait un 7. 7 est supérieur ou égal à 5. Donc, ce 4, ce 7, ça, va influencer sur le 4, et on va l'écrire 5 au lieu de 4. Ici, on va traiter un autre exemple. C'est le dernier exemple concernant ce point-là. C'est l'influence de la virgule flottante sur les relations de base en mathématiques, comme la distributivité de la multiplication sur l'addition. Alors, si on avait ce nombre, par exemple, cette opération à faire, 122 fois 333 plus 695, on peut le faire de deux façons directes. Soit je calcule la somme puis le produit, ou bien on va faire la distribution. Donc, on va multiplier 122 par 333, puis on va lui ajouter le 122 multiplié par 685, pour avoir à la fin 125 416. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler en virgule flottante avec 3 chiffres après la virgule. On va voir que se passe-t-il. Alors, j'ai écrit ça. Donc, 122, c'est 0,122 fois 10 puissance 3. 333, c'est 0,333 fois 10 puissance 3. Et 695, c'est 0,692 fois 10 puissance 3. Alors, on va commencer par calculer la somme à l'intérieur. Ici, les chiffres sont 3 chiffres après la virgule, donc ça ne pose pas de problème. Si je fais cette somme, j'aurai 1,028 fois 10 puissance moins 3. Alors, je dois l'écrire sur la forme 0, ça devient 0,1028 fois 10 puissance 4. Alors, je n'ai pas le droit d'avoir plus que 3 chiffres après la virgule, donc on va enlever le 8. Il y aura une influence sur le 2 qui s'écrit 3, parce qu'on a utilisé l'arrondi. Ici, le chiffre est toujours le même. On va calculer le produit pour avoir 0,12566 fois 10 puissance 7. Je dois uniquement garder 3 chiffres après la virgule. Et on va utiliser l'arrondi. Donc, le résultat final, ça sera 0,126 fois 10 puissance 6. Maintenant, on va essayer de refaire la même opération. Ou bien, on va faire une opération équivalente. Donc, on va essayer de calculer ça. Alors, j'ai fait le même calcul, donc on va faire une distribution pour faire le calcul. On va découvrir à la fin que la valeur finale qu'on va obtenir, c'est 0,125 fois 10 puissance 6. Donc, si je remarque, le dernier chiffre n'est pas le même. Donc, on a obtenu deux résultats différents. Donc, vous voyez ici l'influence de la virgule flottante. Vous allez me dire que ici, on utilise 3 chiffres. Dans les calculs réels, on n'utilise jamais 3 chiffres après la virgule, on utilise beaucoup plus de chiffres après la virgule. Oui, vous utilisez beaucoup plus de chiffres après la virgule dans un ordinateur, mais l'erreur existe toujours. Ici, on va parler de ce qu'on appelle euh, les calculs sensibles. Donc, dans certains nombres de calculs sont particulièrement sensibles aux erreurs d'arrondi. Nous représentons un exemple d'opération à éviter. Parmi les exemples d'opérations à éviter, c'est par exemple de faire la somme entre deux nombres qui sont dans l'ordre de grandeur très différent. Par exemple, on utilise ici 4 chiffres après la virgule. Je fais la somme de 0,4000 fois 10 puissance 4 plus 0,1 fois 10 puissance moins 2. Alors, vous savez, ici la grandeur est de grandeur 10 puissance 4, ici de 10 puissance moins 2. On applique le principe de calcul. Alors, pour faire la somme, je dois écrire les deux en fonction de 10 puissance 4. Si j'écris le deuxième nombre en fonction de 10 puissance 4, il s'écrit comme ça, 0, vous devez ajouter 6 zéros
1 fois 10 puissance 4. Si on fait la somme, on a cette valeur. Et je suis obligé, parce que j'utilise 4 chiffres après la virgule, d'éliminer cette partie-là. Donc, à la fin, c'est comme si on n'a pas fait de somme. Si je fais mes calculs, alors vous remarquez que 0,4 fois 10 puissance 4 plus 0,1 fois 10 puissance moins 2, si j'utilise un système qui utilise uniquement 4 chiffres après la virgule, pour moi, c'est comme si la somme n'a pas été faite. Donc c'est 0,4000 fois 10 puissance 4. Ce qui pose vraiment un problème. Toujours avec l'arithmétique flottante. On parlera ici d'une série positive qu'on veut calculer la somme partielle. La série proposée est la suivante. Donc Sn, c'est 1 plus la somme de 1 sur i au carré plus i pour i varie de 1 à n. Alors, cette somme-là, on peut le calculer d'une façon analytique. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. On peut remarquer que 1 sur i au carré plus 1 s'écrit de la forme 1 sur i moins 1 sur i plus 1. On commence à faire la somme, donc j'aurai 1 plus 1 moins 1 sur 2, plus 1 sur 2 moins 1 sur 3, plus 1 sur 3 moins 1 sur 4, ainsi de suite, plus 1 sur n moins 1 moins 1 sur 1, plus 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Ça, c'est le dernier terme. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer que ce terme peut simplifier. Ce terme-là peut être simplifié avec celui-là, 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 ainsi de suite. Ce terme-là, il y a un terme quelque part ici, sera simplifié. Ce terme-là, il existe un terme précédent qui sera simplifié. Le 1 sur 1 sera simplifié avec 1 sur 1, donc moins 1 sur 1 avec 1 sur 1. Il me reste uniquement le 1 et moins 1 sur 1 plus 1. Donc, la somme finale, ça sera, donc il me reste ce 1 et ce 1. Donc c'est 2 moins 1 sur 1 plus 1. Je prends un exemple. Alors si je fixe n est égal à 9999 et je fais la somme, je trouve 2 moins 1 sur 10 puissance 4 et la somme est égale à 1,9999. Donc ça c'est une valeur exacte. Donc on peut aussi calculer cette somme directement sans simplification par l'utilisation de l'outil informatique. Alors je travaille avec un PC qui utilise un processeur Core i5. Je vais utiliser MATLAB 2015 pour faire ce calcul-là. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi vous voulez faire un calcul par un logiciel, sachant qu'on a réussi à calculer cette somme et avoir sa valeur exacte? Pour une simple raison. Dans la plupart des cas, je ne peux pas faire ce travail. Donc ça, c'est une somme particulière que je peux le calculer de cette façon-là. Donc il y a la majorité des fonctions et la majorité des sommes, on ne peut pas le calculer. Mon but ici, donc, ça sera de comprendre et développer une façon pour faire la somme de la meilleure façon possible. Par calculer la somme de la meilleure façon possible. Alors, pour avoir la meilleure façon possible, pour découvrir la meilleure façon possible pour calculer, je vais proposer 4 algorithmes qui sont équivalents d'un point de vue algorithmique. Voici les algorithmes qui ont été proposés. Donc, le premier algorithme, c'est S, je commence par, bon, on va appeler la somme S1. S1 reçoit 0. Et je fais une boucle classique for i varie de 1 jusqu'à 9999. S1 reçoit S1 plus 1 sur i au carré plus 1. Je termine mon boucle. J'ajoute à la somme la valeur 1. Pourquoi on ajoute 1? C'est ce 1-là. Ce qui m'intéresse, c'est ce 1-là que je dois ajouter à la fin. Deuxième algorithme, toujours la même chose, donc S2 est égal à 0, j'ai appelé ici la somme S2, S2 est égal à 0. Ici, au lieu de commencer par la boucle de 1 à 9999, j'ai inversé la boucle. Donc, c'est de 9999 à 1, avec un pas qui est égal à moins 1. Donc, c'est une boucle inversée. Donc, S reçoit S plus 1 sur I au carré plus I, et à la fin, je fais S reçoit S plus 1. Troisième algorithme, j'ai commencé par initialiser, j'ai pris le premier 1, et j'ai lancé ma boucle. Donc, j'ai commencé ma boucle à partir de 1 jusqu'à 9999. S reçoit S plus 1 sur I au carré plus I. Alors, je fais une autre boucle. Ici, donc la somme commence de 1
Pour y varier, ici, c'est le même truc. Donc, on a commencé S par 1, mais on a inversé la boucle. La boucle commence de 9999 jusqu'à 1. J'ai fait S reçoit S plus 1 sur I au carré plus I. Alors, ces calculs-là, pratiquement, sont équivalents. Donc, les nombres des opérations dans chaque boucle, c'est la même. Théoriquement, ou bien d'un point de vue algorithmique, il n'y a pas une différence sur le fait de parcourir la boucle de 1 9999 ou bien de 9099 à 1. Si je commence par 0 ou bien commencer par 1, ça pose pas de problème. Normalement, on aura le même résultat d'un point de vue algorithmique pur. Mais si je pars, on va appliquer ça sur un opérateur, on peut remarquer ces résultats. Bien. En blanc, ce résultat, c'est la valeur qu'on a trouvée si on a fait pendant que le calcul analytique qui a été fait. C'est 2 moins 1 sur 10 puissance 4. Maintenant, vous avez cette valeur-là, 1,9999, la 90 000, non, on a cette valeur-là, qui est différente de la première. Regardez, les deux derniers chiffres, c'est 13. Et non pas des zéros. Ça, c'est la valeur qui a été obtenue à partir du premier algorithme. Ce qui est en bleu, c'est la valeur qui a été obtenue à partir du deuxième algorithme. Donc, on remarque que c'est pratiquement la même. Ici, j'utilise 15 chiffres après la virgule. Alors, si je passe maintenant au troisième algorithme, on remarque que l'erreur commence ici. Cinquième chiffre après la virgule. Oui, c'est ça. Il y a une différence dans le cinquième chiffre après la virgule. La même chose pour le dernier algorithme. La différence est dans le cinquième chiffre après la virgule. Alors, je peux calculer l'erreur. L'erreur dans notre calcul, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 13. Donc, elle est petite, mais elle existe toujours. Alors, si je travaille avec MATLAB, il m'affiche une écriture comme celle-ci pour dire que les éléments de tableau sont multipliés par 10 puissance moins 13. Alors, pour le premier cas, l'erreur, c'est 0,13, 32, 26, ainsi de suite, fois 10 puissance moins 13. Dans le deuxième cas, c'est presque le double, c'est 0,222. Et la même chose pour le troisième cas. Alors, d'où vient cette erreur? Alors, on a vu cette erreur parce que ici, nous sommes en train de faire la somme des nombres qui ont une grandeur très différente. Alors, regardez, si vous comparez entre 1, qui est de l'ordre de 10 puissance 1, non plutôt 10 puissance 0, grande je compare entre 1 et 1 sur i au carré plus i. Alors, si je mets à la place de i, on met 9999, le 2 puissance 2, c'est-à-dire 10 puissance 4 puissance 2, 10 puissance 8, donc 1 sur 10 puissance 8, c'est-à-dire 10 puissance moins 8. Donc, vous avez la grandeur de 1, c'est 10 puissance 0, et l'autre, c'est 10 puissance moins 8. Donc, nous sommes en train de sommer des nombres qui ont une grandeur assez différente. Dans ce cas, et dans celui-là. La même chose. Parce que ici, à la fin, on va voir ce problème. Par contre, parce que ici, on a commencé par un 0, il y a un phénomène qui est important. Si tu commences par un 0, et surtout dans ce cas-là, on va commencer à faire la somme de certains nombres qui sont de même grandeur. Alors, 10 puissance moins 8, 10 puissance, plutôt, 10 puissance moins 8, ainsi de suite. On va sommer suffisamment de nombres qui sont de 10 puissance moins 8 pour passer à l'ordre 10 puissance moins 7. Puis on va sommer des nombres qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 7, suffisamment de nombres d'ordre puissance moins 7 pour aller à l'ordre de 10 puissance moins 6. Et ainsi de suite. Et à chaque étape, on s'approche de 1. Et le 1, on va rajouter à la fin. Donc on va rajouter un 1 à des nombres qui sont proches de 1. C'est pour ça qu'on a réduit vraiment l'erreur. Pratiquement, elle est 0 dans cet affichage. Ici, c'est la même chose, mais parce qu'on a commencé par les nombres de plus grande grandeur, il y a une petite erreur. Donc, la meilleure façon, c'est le deuxième algorithme. Parlons maintenant de l'évaluation des polynômes. Alors, on travaille avec les polynômes depuis le CM. Et il est fréquent d'avoir évalué des polynômes. Donc, est-ce que la technique, vous avez l'habitude de le faire, est bon? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, il est très fréquent d'avoir évalué des polynômes de degré élevé en analyse numérique. Il est donc important de pouvoir les évaluer rapidement, de façon le plus stable possible. Alors,
ce mot-là est très important en analyse numérique, c'est la stabilité des calculs. Du point de vue de l'arithmétique flottante, ce que permet l'algorithme de Horner. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est l'algorithme de Horner pour éviter les erreurs. Ou bien, on appelle aussi algorithme de multiplication imbrique. Alors, si on avait un polynôme de cette façon-là, et je demande à un étudiant d'évoluer ce polynôme. Évoluer un polynôme, c'est-à-dire calculer la valeur d'un polynôme pour un x donné. Il va commencer par faire A0, puis A1 fois x, puis il va calculer le x au carré, il va multiplier par A2, puis il va prendre, et chaque fois il va ajouter aux autres, A3 fois x puissance 3, donc il doit calculer x plus 3, ainsi de suite. Malheureusement, si je travaille avec la virgule flottante, ces calculs-là posent des problèmes. Donc, la meilleure façon pour faire des calculs, c'est de le regrouper de cette façon-là, ce qu'on appelle l'algorithme d'Horner. Alors, je prends le A0, puis vous avez le A1. Je fais sortir le x1 en facteur. Donc, il me reste ici A1 plus. Puis, le reste, on va faire sortir le x. Il me reste A2 plus. Pour le A3, on va sortir le x, ainsi de suite. Alors, vous allez me dire que cette façon est un peu difficile. Pourquoi elle a été proposée? Pour une simple raison. Cette technique va réduire le nombre des calculs qu'on va faire. Alors, on va voir dans un exemple. Si on a ce polynôme-là et on veut l'évoluer, si je fais de façon classique, je dois calculer 1, 2, 300. 1, 2, 3 produits. Donc 300, 3 produits. Et je dois calculer 2 fois la puissance. Donc x puissance 2 et x puissance 3. Donc pour calculer la puissance, je dois faire un produit. N'oubliez pas. Donc c'est pour ça. L'évolution classique nécessite 6 multiplications et 3 additions. Donc, pourquoi 3 l'addition c'est clair, c'est 3 additions. Pourquoi 6 multiplications? Vous avez une première ici, deuxième, troisième. Pour calculer x puissance 3, vous allez faire 2 fois le produit. Pour calculer x au carré, vous allez faire 2 fois le produit, une fois le produit. Donc le tout c'est ces multiplications. Par contre, si on va le regrouper selon le principe qui a été proposé par Horner, on aura cette écriture. 2 plus x fois 4 plus x, 5 plus 3x. Alors, si on va commencer à calculer le nombre des opérations ici, vous avez la première somme, la deuxième, la troisième, 3 sommes. Il y a combien de multiplications? Donc, il y a une ici, la deuxième et la troisième. Donc, on a uniquement 3 multiplications et 3 sommes au lieu d'avoir 6 multiplications et 3 additions. Bien sûr, si je dis ici 3 multiplications, c'est aucune évaluation de puissance. Ici, on avait 6 multiplications parce qu'on a calculé l'évaluation de puissance. Donc, si on va réduire le nombre des opérations, on doit éviter ou bien réduire la sensibilité des opérations. On aura des résultats plus fiables. Parlons maintenant du dernier point dans ce cours-là, qui est la propagation d'erreurs dans le cas général. Dans ce paragraphe-là, on va poser la question suivante. Si on a pris des valeurs x et y avec une précision delta x ou delta y, et on va appliquer sur ce x-là et y des opérations, quelle sera l'erreur de calcul de mon opération? Alors, on va poser quelle sera la précision de la fonction d'une variable f de x étoile, sachant que x a été approximé par x étoile avec une précision plus ou moins delta x. Et quelle sera la précision de g de x étoile y étoile, sachant que x est approximé par x étoile avec une précision delta x et y par y étoile avec une précision delta y. Alors pour avoir ça, on va utiliser le développement de Tyler. Commençons par le cas d'une fonction à une seule variable. Considérons d'abord le cas d'une variable. Une quantité x inconnue est approchée par une valeur approximative x étoile avec une erreur absolue delta x. On estime la valeur inconnue f de x par l'approximation f de x étoile. L'erreur absolue liée à ce résultat est, donc delta f, c'est f de x moins f de x étoile en valeur absolue. Qu'est-ce qu'on a aussi? Je peux dire que f de x, c'est f de x étoile plus ou moins delta x. On va
calculer le développement de Tyler au voisinage de x étoile de cette fonction-là. Donc c'est f de x étoile plus ou moins f' de x étoile fois delta x plus grand taux de delta x au carré. Si on va négliger ces termes-là, donc si on néglige les termes d'ordre plus grand ou égal à 2, on obtient que delta f, donc c'est l'erreur, pratiquement égal en valeur absolue. Donc f' de x0, ça c'est f' et non pas f0. C'est f' de x étoile multiplié par delta x. On peut résumer ça et avoir ce résultat final. Donc f de x est égal à f de x étoile plus ou moins la valeur absolue de f' de x étoile multiplié par delta x. Alors comment on utilise ce résultat-là? Je prends un exemple. Regardez. On a mesuré la longueur d'un côté d'une boîte cubique et obtenu L étoile égale 10,2 cm avec une précision d'ordre de millimètre. Bon, la précision dans mon mesure, c'est 0,1 cm. On va chercher le volume de cette boîte. Donc le volume se calcule de la façon suivante. Je peux le considérer comme une fonction de L. Je dis que f de L égale L puissance 3, ça c'est mon volume. Alors si je fais les calculs directs, 10,2 puissance 3, il me donne ça, 1061,2 cm3. C'est cm3, non pas cm². Et l'erreur liée au volume, donc c'est l'erreur du volume, on va le calculer. Alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est f' de L étoile, donc f' de 10,2 fois delta L. Alors je commence par dériver f de L. Le dérivé de L puissance 3, c'est 3L au carré. Donc c'est 3 fois 10,2 puissance 2 fois 0,1. On trouve 31,212 cm3. Donc ça, c'est l'influence de l'erreur de mesure sur le calcul de volume, calcul final. Maintenant, on va parler de cas de plusieurs variables. Donc, c'est le même principe. On va utiliser la formule de Tyler pour avoir ce résultat-là. On va utiliser la formule de Tyler pour plusieurs variables pour avoir que delta f, donc, est celle-ci. Je peux dire ici qu'on avait mesuré x, y, z avec une approximation delta x égale à y et delta z. On fait des calculs pour les valeurs approximatives, donc x étoile, y étoile et z étoile. L'influence sur la fonction f, c'est ça, la dérivée partielle de f au point x étoile égale y étoile, z étoile par rapport à x, en valeur absolue fois delta x, plus la dérivée partielle de x étoile, y étoile, z étoile sur delta y par rapport à y fois delta y, plus la dérivée partielle au point x étoile, y étoile, z étoile par rapport à z fois delta z. Alors, on va essayer d'appliquer ça sur les cas les plus simples, qui sont la somme, la soustraction et la multiplication. Alors, l'erreur de delta x plus delta y, c'est delta x plus delta y. L'erreur de delta x moins y, c'est delta x plus delta y. L'erreur de delta x fois y, c'est delta x fois la valeur absolue de y, plus la valeur absolue de x fois delta y. Et l'erreur de x sur y, c'est delta x fois la valeur absolue de y, plus x fois la delta y sur y au carré. Merci pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine séance.